Bonjour à tous, nous sommes le mardi 21 juillet, c'est la troisième fois que je retourne cette introduction. Décidément, il y a des jours où c'est compliqué. Nous allons parler de Rudy Garcia en ouverture du journal du jour. Vous le savez, je porte un intérêt tout particulier à la sélection de la Belgique. Les Diables Rouges étaient coachés par ce sélectionneur qu'on connaît bien en France. Eh bien, l'avenir s'écrira sans lui. Est-ce une bonne ou une mauvaise décision ? On va disserter un petit peu là-dessus. On parlera également de rebondissement autour du cas Ferran Torres. J'avais ouvert un des précédents journaux en évoquant ce dossier qui me semblait extrêmement intéressant pour le Paris Saint-Germain. J'avais même fait une petite analyse du joueur. Je vous invite à rechercher dans les précédentes vidéos. Vous tomberez sur celle où je parle beaucoup du profil. Là, on va davantage s'attarder sur les nouveautés mercato sur ce dossier. La finale de la Coupe du Monde a évidemment eu un impact. On parlera de Morgan Rogers, qui sera peut-être le transfert du mercato estival, du moins en termes de montant posé sur la table. Pas forcément le dossier qui m'enthousiasme le plus, je vous expliquerai pourquoi. On ira du côté de l'Italie pour parler d'un joueur portugais, Rafael Leao, dont l'avenir semble plus flou que jamais, et question de se rattacher un petit peu au terrain, aux questions concrètes. On parlera de barrages, de tours préliminaires de Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais. On sait à quelle sauce ils vont être mangés, ou plutôt, j'espère qu'on sait quelle sauce va accompagner leur plat et qui vont manger leurs adversaires. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Les Belges connaissent le football et je dis pas ça ironiquement, vous allez comprendre mon raisonnement. Rudy Garcia n'est pas gardé par les Diables Rouges malgré un passage à la tête de la sélection qui a été somme toute relativement excellent. Il fallait trancher si son contrat allait être prolongé ou non. Il y a peut-être des questions d'influence au sein du pays qui expliquent cette décision, mais en attendant, je trouve ça quand même assez intéressant à analyser. Alors le bilan de Rudy Garcia, déjà, c'est une Coupe du Monde qui est relativement réussie, où ça a ronronné un petit peu au départ, mais où finalement, tu as réussi à faire une compétition tout à fait digne. Et si on prend de la hauteur sur l'ensemble de son passage, c'est 12 victoires, 6 matchs nuls et 2 défaites, en sachant qu'il reprenait une Belgique dans une grande difficulté, en sachant qu'il doit gérer une transition générationnelle. Je trouve ça vraiment pas mal. Mais alors pourquoi je dis sans ironie aucune que les Belges connaissent bien le football ? C'est parce que le film Rudy Garcia, je l'ai vu 50 fois. Ça se passe toujours bien la première année, c'est un entraîneur qui est toujours capable de faire d'excellentes choses, mais dès que tu le prolonges, dès qu'il s'installe sur des projets long terme, ça part en cacahuète et c'est systématiquement décevant. Et là, je serais tenté de vous dire, non mais cette fois ça va être différent, il fait vraiment du bon taf avec la Belgique, il mérite de rester, c'est ce que je pense, mais je sais très bien que si je vous dis ça, on refait le point dans un an et je me dis, ah zut, j'aurais pas dû être naïf, Rudy Garcia nous a refait une Rudy Garcia. Donc franchement là-dessus j'ai envie de voir d'un bon œil la décision de la Belgique. C'est un sélectionneur que j'ai trouvé compétent, il a tout à fait rempli son rôle, c'est un coach que je trouve vraiment bon, mais il faut savoir les limites de chaque profil. C'est un peu comme entrepreneuriat où on dit que t'as des entrepreneurs et t'as des managers, c'est pas exactement les mêmes personnes à mettre au même stade de développement d'une entreprise. Bah c'est un peu la même chose pour moi, pour Rudy Garcia. Bon, question de nuancer un petit peu ces compliments que je fais à la Belgique. Vous avez vu les pistes pour le successeur. Le numéro 1 annoncé par la presse, c'est Van Bommel. C'est un entraîneur que je ne connais pas très bien, pour être parfaitement honnête avec vous, mais c'est pas un gros CV, c'est pas non plus une réputation parfaite. Donc peut-être que le choix sur Rudy Garcia est le bon, peut-être que le choix du remplaçant est nettement plus critiquable. Je laisse les spécialistes du football belge me donner leur avis. Vendre le héros de ton pays, le seul buteur de ta finale de Coupe du Monde, ça la fout relativement mal, d'autant plus quand t'es le Barça et qu'on parle d'un transfert du côté du Paris Saint-Germain, qui est pas un club rival comme tu as le Classico entre le Barça et le Real Madrid, mais on peut pas nier qu'il y a une certaine inimitié entre ces deux clubs, et surtout le fait que ça permettrait de renforcer un concurrent direct pour la Coupe d'Europe. Et du coup, si l'affaire semblait bien avancée entre le Paris Saint-Germain et Ferran Torres, désormais on se retrouve avec un dossier qui prend un petit peu de plomb dans l'aile. C'est Sport qui nous informe qu'il va y avoir des discussions pour essayer de prolonger Ferran Torres, mais à noter que ça activerait une clause qui a été acceptée à l'époque du transfert avec Manchester City, qui prévoit que s'il y a prolongation de Ferran Torres au Barça, le club catalan doit verser 8 millions d'euros en plus à City. Autant vous dire que ça fait réfléchir. On peut en plus se dire que Ferran Torres, il aura peut-être une meilleure situation contractuelle du côté du Paris Saint-Germain que du côté du FC Barcelone, où les finances ne sont peut-être pas aussi extensibles.
et on sait qu'en plus Ferran Torres, du côté du Paris Saint-Germain, il peut retrouver Luis Enrique, un entraîneur qu'il connaît bien, mais aussi un homme qu'il connaît bien, donc finalement le projet il peut être attrayant. Du côté des arguments que le Barça peut faire valoir, il y a la place, parce qu'on sait que si Ferran Torres va du côté du PSG, c'est pour être le remplaçant de Dembélé au poste de numéro 9. Certes, il est polyvalent, il aura matière à gratter du temps de jeu à pas mal d'endroits, mais aujourd'hui on se rend compte que sa mue au poste de numéro 9, elle est quand même complète et que l'idée c'est de remplacer Gonzalo Ramos. Donc affaire à suivre, le PSG ne mettra pas n'importe quel montant de transfert, le Barça veut le prolonger mais ne proposera pas n'importe quel salaire, donc il y a une grande indécision. 137 millions pour Morgan Rogers, je vais avoir un fou rire nerveux. Kvaratskhelia, c'est 80 millions d'euros. Dembélé, c'est 50 millions d'euros. Julian Alvarez, c'est 75 millions d'euros. C'est des transferts qui sont autrement plus intéressants à mon goût. Je sais que le mercato est devenu complètement fou, mais je vous ai justement cité des transferts qui ne dataient pas de 10 ans, mais qui étaient relativement récents. Donc oui, c'est la somme que va poser Chelsea pour Morgan Rogers. 137 millions d'euros, on peut dire qu'Aston Villa est plutôt content de sa vente, mais en même temps, le mec, il a tout pour être un profil qui vaut hyper cher. C'est un joueur de Première Ligue qui serait transféré à un autre club de Première Ligue, c'est un international anglais. Il y avait de la concurrence sur ce dossier, on annonçait Arsenal et Chelsea. C'est un élément qui est encore jeune, il va avoir 24 ans dans quelques jours, il a un contrat jusqu'en 2031, donc franchement sa valorisation est déjà très élevée et ça peut encore monter, mais de mon côté je trouve ça quand même scandaleux. Alors je suis pas en train de vous dire que Morgan Rogers est un mauvais joueur, très loin de là. Il a déjà 2 saisons et demie de référence en Première Ligue, ce qui évidemment est un bel argument, de gros standards à Aston Villa qui est une belle équipe, une grande polyvalence, il peut jouer à gauche, à droite, en milieu offensif, en avant-centre. Alors certes, il s'est surtout illustré comme étant un joueur qui peut offrir de bonnes prestations, mais il s'est pas non plus illustré à mon sens comme un joueur générationnel. Je pense pas me planter en disant que dans 10 ans, on dira pas que les années 2020-2030 du football, ou même 2030-2040 un peu plus tard, ont été marquées par le grand Morgan Rogers, et ça fait partie des incontournables. Or, ce montant de transfert, pour moi, c'est un montant d'incontournable. Vous pouvez me dire que je suis complètement déconnecté de la réalité du marché des transferts, mais Arsenal a le même avis que moi, visiblement, parce qu'Arsenal était vraiment intéressé par le joueur, parce que je le redis, il est bon, Morgan Rogers. Mais quand ils ont vu que Chelsea était prêt à monter à 137 millions d'euros, les Gunners, ils ont dit « Merci, très bien, fin de discussion, bonne chance du côté de Chelsea ». Moi, c'est ce que je pense. Il fera de belles choses du côté de Chelsea, mais est-ce que ça vaut quasiment 140 millions d'euros? Sûrement pas. Entre 2 stories Instagram bien misogynes, Rafael Leao est toujours à la recherche d'un club. On peut dire qu'il est particulièrement malin, intelligent et qu'il sait comment soigner son image pour réussir à plaire à son futur employeur. On nous dit que le Milan en demandait 60 millions d'euros il n'y a pas si longtemps, mais que désormais les prétentions sont revues à la baisse et pour seulement 50 millions d'euros, l'ailier portugais pourrait partir dans un nouveau club. Et là, je dois vous avouer que je commence à trouver ça intéressant. Parce qu'autant je rigolais très très fort à l'époque où Leao était estimé à plus de 100 millions d'euros, même s'il était plus en forme sportivement que ce qu'il est aujourd'hui, autant à 50 millions d'euros, ça commence à être cohérent. Cette saison, il a un petit peu moins joué, il a été sujet à des blessures, donc c'est pas une trajectoire absolument idyllique. On sent un joueur en perte de vitesse, mais 50 millions d'euros, c'est justement son estimation aujourd'hui. Il a 27 ans, encore pas mal de belles années, il a un contrat jusqu'en 2028, et je me dis que c'est quand même pas un joueur de merde pour autant, Leao. 50 millions d'euros aujourd'hui sur le marché des transferts, ça te permet pas de trouver non plus un joueur d'exception. Morgan Rogers, j'en ai parlé, c'est 137 millions d'euros, ça vous dit à quel point il y a une certaine folie. Alors certes, avec Leao, je me dis que tu as un joueur peut-être un peu inconstant, peut-être pas sur une trajectoire positive. C'est également un élément qui semble interroger pas mal de clubs, j'ai l'impression qu'il a toujours manqué d'attractivité, peut-être qu'il y a des choses qui sont connues dans le milieu sur un manque de sérieux ou d'autres éléments, mais en tout cas, si t'es un club riche, j'ai pas de destination précise en tête, mais 50 millions d'euros, ça peut faire sens. Je suis curieux de voir où le joueur va atterrir, parce qu'apparemment la Saudi Pro League et compagnie, ça lui donne pas envie. Donc affaire à suivre, mais c'est un joueur qui me semble en galère mercato depuis déjà pas mal de temps. Ça ressemble presque à une épine dans le pied du Milan, il faut le dire.
Ça sera donc le Sparta Prague pour le barrage de Ligue des Champions de l'Olympique Lyonnais, enfin plus précisément le 3e tour préliminaire avant d'accéder au match de barrage. C'est un véritable bordel à chaque fois quand tu as cette place qualificative pour la Ligue des Champions mais qui n'est pas complètement assurée. J'ai l'impression que pour nos clubs français c'est parfois un cadeau empoisonné parce que ça t'oblige à bosser extrêmement vite sur le marché des transferts. Les premiers matchs arrivent début août, donc il faut que tu aies rapidement une équipe compétitive, mais en même temps tu peux pas vraiment construire ton mercato quand t'es pas sûr de quelle compétition va faire ta saison, puisque évidemment entre la Ligue des Champions et la Ligue Europa, c'est pas du tout les mêmes primes, c'est pas du tout le même argent que tu peux espérer, donc c'est pas du tout le même dimensionnement de mercato. Et généralement, cette phase de barrage, je vais l'appeler comme ça dans son ensemble, n'a pas réussi à nos clubs français. On se souvient tous de l'Olympique de Marseille et du Pana, de mémoire c'était en 2023 où tu as eu une très très grosse désillusion. Je me dis que du côté de l'Olympique Lyonnais, j'ai un petit peu de mal à situer aujourd'hui quel est le niveau de l'équipe à l'instant T. Il y a plein de joueurs talentueux à Lyon, bien évidemment, mais ça arrive tôt dans la saison, ça a tout du match un peu piégeux. Le Sparta Prague, c'est pas non plus une équipe de touristes, il va falloir réussir à faire un résultat face à eux. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner, mais c'est vraiment la période de l'année où je regarde les clubs français en étant assez effrayé, pour être honnête avec vous. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, nous ferons une vidéo un petit peu bilan de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde 2026. Je vous avais fait une tier list de mes attentes sur les joueurs français avec est-ce qu'ils vont réussir ou non le mondial selon moi. Il va être temps de réclamer les impôts et on fera le bilan de est-ce qu'ils ont réussi ou pas leur mondial justement. On comparera ça par rapport à ce que je m'étais projeté parce que finalement... Oui, cette Coupe du Monde 2026 est une déception pour l'équipe de France, on va pas le dire de mille manières, mais il y a quelques satisfactions, il y a des joueurs qui ont marqué des points, il y a des joueurs qui ont également perdu pas mal d'occasions, c'est aussi un moyen d'évaluer Didier Deschamps, on va le mettre dans cette tier list, est-ce qu'il a fait un grand mondial ou pas selon vous? Une grosse vidéo donc qui sera posée en solo, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, qui fait bien votre journée, salut!